Rappelez-vous, il y a quelques temps j'accompagnais Rémi et Benoît sur le parcours de Pessac pour mieux connaître leur jeu, leurs points faibles et leurs points forts afin d'orienter leurs entraînements dans la foulée. Nous avions pu noter quelques priorités que nous allions pouvoir bosser dès l'après-midi sur les zones d'entraînement, ils pourraient dès lors travailler ces points précis avant notre prochaine entrevue le mois suivant. Le driving de Rémi, les sorties de bunker de Benoît ainsi que des coups de wedge aux trajectoires plus basses pour tous les deux seraient abordés cet après-midi-là. Si vous voulez vous aussi tenter votre chance pour vous qualifier à la finale internationale à Maurice en 2024, comme Benoît et Rémi, toutes les infos comme d'habitude sur le site heritageworldcup.com. Allez, on est parti pour ce second épisode d'Objectif Champion du Monde. L'idée c'est que tu me sortes ton draw, tout simplement. Ouais. Je regarde un petit peu ce que tu fais au niveau de ton swing. Je vise bouée rouge. Ensuite, je vais te demander un petit peu comment tu l'imagines, etc. Alors vous voyez pas les balles, mais elles sont en quick hook. Pas être champion du monde avec ça. Fallait que je me mette derrière pour que tu fasses un trait en fait. En zone d'impact, comment est ton club? Comment il arrive pour que la balle puisse prendre un effet? Un effet en draw, c'est quoi? Il faut que je la prenne un peu comme ça et que ça vienne par là. Donc en zone d'impact, pour que la balle puisse partir avec un draw parfait. C'est-à-dire qu'en gros, imagine le draw, si la bouée rouge c'est l'axe sur lequel elle doit terminer, on est d'accord qu'elle sort à droite, qu'elle termine sur l'axe. Donc ta phase de club en zone d'impact, elle est comment en zone d'impact si tu veux qu'elle parte à droite? Que ce soit un peu... Donc orienté à quel endroit? Orienté un peu vers la gauche. Raté. La phase de club, c'est l'endroit où la balle sort. Donc si elle sort à droite, la phase du club, elle est à gauche. À droite. Je vais prendre les sticks, je vais te montrer. Donc c'est-à-dire qu'en gros, si tu veux que la balle elle parte en direction de la bouée rouge, qu'elle termine en direction de la bouée rouge, il faut qu'elle sorte à droite, qu'elle revienne avec un draw. Donc ta phase de club en zone d'impact, elle doit être à droite. T'as pas le choix. Okay. Si elle est dans la direction de la bouée, elle va partir dans la direction de la bouée. Si elle est à gauche, elle va partir à gauche. Donc toutes tes balles qui s'enroulent trop, c'est que ta face elle est au contraire trop à gauche. Okay. Donc il faut absolument que ta face elle soit à droite. Pour qu'elle sorte à droite. Ensuite, pour qu'elle termine avec un effet qui revienne vers la gauche, ton chemin de club il est comment? Exactement. Donc en fait, il faut que tu aies un chemin qui soit toujours plus à droite que ta face de club. Donc ça fait un draw. Quelle que soit la quantité de draw que tu fais, forcément ta face elle sera plus à gauche que ton chemin. Ouais. Forcément. Mais un draw, c'est une balle qui sort à droite, donc ta face est à droite. En gros, ta face elle doit être à droite et ton chemin encore plus à droite. Donc normalement, dans la sensation quand tu vas venir frapper ta balle, il faut surtout pas que ta face se referme trop, sinon ça va l'enrouler beaucoup trop. Pour créer un effet, il faut obtenir à l'impact un différentiel entre l'orientation de la face de club et le chemin du club. Plus ce différentiel sera important, plus l'effet sera grand. Il faut dans tous les cas pour un draw de droitier avoir une face à droite de la cible et un chemin d'autant plus à droite dans des proportions grosso modo du simple au double. Si la face est par exemple orientée 10 mètres à droite de la cible à l'impact, le chemin devra lui être 20 mètres à droite de celle-ci pour espérer générer la bonne quantité d'effet. Donc l'objectif d'un draw, c'est d'avoir, quel que soit le chemin que tu vas emmener, toujours une face qui sera quoi qu'il arrive plus fermée que ton chemin, ça c'est sûr. Et ensuite il va falloir juste réussir à gérer cette relation entre les deux pour pas que ça soit trop ou pas assez. Est-ce que tu peux faire des balles avec la volonté d'avoir déjà cette face qui reste à droite? Après quelques balles, Rémi enchaîne les hooks, sa face de club est donc trop à gauche en rapport avec son chemin en zone d'impact. Il doit donc absolument penser à garder sa face de club à droite de la cible et l'imaginer telle quelle s'il veut que le draw ne se transforme pas en hook. Nickel. Là tu le contrôles. Donc là on avait pile ce qu'on avait dit juste avant. Ta face à la droite, ton chemin est encore plus à droite, donc c'est bon, on le revient. Nickel. Après, quand je te disais que je fais du draw, c'est en fait, vu qu'avant je l'ai coupé, mon objectif c'est faire un draw par rapport à avant. Mais moi après, que ce soit une balle droite ou que ce soit des draws, je m'en fous total. J'ai pas une volonté d'avoir un drive précis, ma volonté c'est que je le gère et que ça finisse sur un fairway. Moi tes draws ils me plaisent bien en termes de hauteur de balle, de puissance aussi. Tu me les mets toutes comme ça, c'est nickel. Okay. Essaye de faire un fade, on va voir si tu arrives à le recréer. C'est pas mal en fade aussi. Hein. Oui. Allez, il va me mettre dans un dilemme. On le met en fade ou en draw du coup? L'idée, ce qu'on va faire, c'est que tu vas mettre 10 balles en fade, 10 balles en draw, ou 5-5 déjà. Et on va voir en ratio ce qui sort le mieux. Draw. Perso, en termes de vol de balle, je préfère comme tes vols de balle de draw. Je suis plus
fissure pour les draws. Le dilemme reste entier. Allez, on finit en beauté. 10 pompes si elle est pourrie. Allez. Allez, vas-y, tape en drive maintenant. Après réflexion, nous décidons de laisser Rémi dans un système de draw, son vol de balle étant plus optimisé de la sorte et sa trajectoire plus puissante. En revanche, la quantité d'effets qu'il génère et la gestion de sa face n'étant pas parfaitement maîtrisée, je décide de lui demander de contenir un peu son backswing pour l'aider à être moins dépendant de son rythme. Alors ce qui se passe dans ton swing, en fait, pour faire simple, tous les joueurs qui ont de l'overswing, il y a énormément de temps qui se passe avant de venir frapper la balle, donc il peut se passer aussi beaucoup de choses. Donc tous les joueurs qui font de l'overswing, ils sont dépendants à mort de leur coordination et de leur rythme. Rémi a un backswing ultra développé, avec un bas du corps extrêmement actif, sa rotation des épaules est tout simplement énorme. Par rapport à sa ligne de jeu, elle tourne largement au-delà des 90 degrés, c'est comme si son swing était un immense engrenage. Il est très difficile d'imaginer un bon contrôle de la face de club en zone d'impact de la sorte. J'aimerais donc qu'il limite sa montée car moins de rouage égale plus de facilité de répétition. Le temps d'accélérer, etc. Ouais. Moi, ce que j'aimerais, c'est quand même que dans une optique d'ici 3 mois, que tu arrives quand même à raccourcir un peu ton swing pour être moins dépendant de ce rythme et qu'ensuite on arrive à te faire t'engager un peu plus avec le corps. C'est vrai ça. Comme tout changement, forcément, on se sent pas forcément à l'aise parce qu'on change les repères, mais c'est normal. Ce qui t'est à l'aise, c'est que du coup, on change rien. Elle est pure celle-ci. Si tu me fais ça tout le temps à l'île Maurice. Bon, 5 balles ça me suffit pour me rassurer déjà sur l'avenir, clairement. Là quand tu as réussi à faire les swings bien, ça s'est un peu réduit en effet, ça c'est cool. Je pense que la priorité ça va être surtout ça, je contiens un peu la montée, et après ton objectif c'est je traverse au moins jusqu'à terminer avec ce fameux pied droit qui se lève. Donc on va te prendre en photo à l'île Maurice quand tu auras les photographes, ça c'est quand même plus joli que ça. Mais merci, j'ai perdu toute confiance en moi, j'ai même plus envie d'aller à Maurice. Tu m'as dit qu'aux mises en jeu, tu étais quand même vachement performant. Ouais. Donc c'est quand même un point fort. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tu m'expliques comment tu crées tes effets. Yep. Benoît m'explique que pour créer son effet, il crée un différentiel entre sa face de club et son chemin par la statique, en orientant sa face et ses pieds sur des axes différents. C'est donc par une manipulation de l'orientation de sa face de club à l'adresse et par un setup différent qu'il crée ses effets. C'est d'ailleurs la manière la plus simple pour être certain d'en obtenir. C'est un beau draw. un beau draw de gaucher. C'était un draw de talon. Ce qui est bien, c'est qu'on le voit pas sur la vidéo. Il continue son explication en me disant qu'il change uniquement la statique et donc ses alignements de pieds et de club, vous l'aurez compris, lorsqu'il veut faire un petit effet. Il rajoute une volonté dynamique pendant son swing lorsqu'il veut l'augmenter. En grossissant les traits de son chemin de club, il joue alors sur son setup, mais aussi sa dynamique de swing, les deux cumulés créant effectivement un gros effet. Ok, donc en gros c'est soit tu changes uniquement un petit peu de la statique, tu swings normal, ouais. Soit tu veux rajouter de l'effet, tu changes la statique plus la dynamique. Ouais. Ok. On va faire un truc, on va essayer de te faire un draw sans changer ton setup de phase de club d'orientation au niveau de tes pieds. Ouais. Tu as une verticible, tout droit. Par contre, essaye quand même de faire un draw. Ouais. Donc là uniquement par la dynamique, ouais. Pas en changeant le setup. Yep. Donc là c'est juste avec le changement au niveau de la dynamique. Ouais, de l'intention, ouais. Okay. Moi je préfère que tu simplifies comme ça. Je pense qu'il faut juste que tu restes sur de la dynamique. Ce qui est pas trop mal, c'est penser au plan de tes épaules. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu es en draw, pour faire simple, quand tu vas swinguer, tu vas plutôt imaginer que tu vas revenir. Ça revient à la même chose que penser au chemin avec la phase de club, tu vois. Imagine que tes épaules, ton épaule droite, elle va rester un peu plus longtemps derrière que ton épaule gauche. Quand tu fais un fade, normalement l'épaule droite, elle vient chercher un peu plus devant que par-dessus. Donc là, l'imagination, c'est que dans ton draw, en gros, par exemple, on va être à l'adresse. Quand tu viens swinguer, ce plan-là au niveau des épaules, tu le gardes un peu plus longtemps vers là. C'est-à-dire que dans l'idée, tu as vraiment le plan des épaules qui est ici. Soit tu restes parfaitement neutre, ça fait une balle droite. Soit tu viens chercher un peu par-dessus, ça fait un fade. Soit ici, tu vas plutôt au contraire avoir l'épaule droite qui vient se baisser, l'épaule gauche qui vient se relever un petit peu. Ce qui revient en gros à avoir un plan au niveau des épaules qui va chercher un peu plus par là. C'est-à-dire que c'est l'ensemble de ton geste en bloc qui va plutôt partir derrière, qui va rester ici. Donc c'est comme si à l'adresse, si tu es aligné comme ça, t'imagines que le plan de tes épaules, il va revenir sur un plan un peu plus ici. Ouais. Ok, nickel. Je pense sur un baby draw, ouais, je le sens bien. L'idée c'est de faire un baby draw. Ouais, c'est ça. Sur un baby draw, je sens que ça peut bien me parler. Ça.
Je décide malgré tout de changer la manière qu'a Benoît d'obtenir des effets en pariant plutôt sur un changement de chemin de club par une dynamique de swing différente, grâce en l'occurrence à un ressenti sur le plan de ses épaules, car en effet, sans jeu de mots, il faut savoir que jouer sur la face de club plutôt que sur le chemin pour créer de petits effets est très complexe tant une face de club peut avoir d'énormes variations de direction en zone d'impact sans d'ailleurs que le cerveau ne le perçoive avec précision. Tandis que le chemin, lui, subira moins de variations d'un swing à l'autre malgré des intentions marquées. Il pourra toujours utiliser sa technique de positionnement de la face de club à l'adresse lorsqu'il souhaitera créer de gros effets, comme pour contourner des arbres par exemple. En résumé, je demande à Benoît de jouer sur son chemin de club plutôt que sur sa face de club. Nickel. C'est très propre. Et oui, c'est propre notre leader là. Pas qu'on est échauffé. Parce que le problème de la face de club que tu vas manipuler, ça va t'obliger aussi à complexifier un peu la manière dont tu vas t'aligner. Ouais. Faut que tu t'alignes à droite, la face à gauche, ça devient un peu... beaucoup de paramètres. Ouais. Moi je préfère que tu t'alignes plein axe du fairway et qu'elle te sorte à droite et qu'elle revienne. Donc, plus par la dynamique que par la statique, quoi. Au niveau de tes fers, maintenant on va faire le travail inverse, tu vas prendre des fers et tu vas essayer de faire des fades. Parce que tout à l'heure, avant que la vidéo tourne, il m'a expliqué ses fades au fer. Et j'avoue, c'était un peu compliqué. Donc explique-nous un fade, comment tu le fais maintenant? Par la dynamique. Non, comment tu le faisais à l'origine? À l'origine, je m'orientais là où je voulais que sorte la balle. Mes pieds orientés là où je voulais que sorte ma balle. Okay. Et ma face là où je voulais que ça finisse. Ok, donc en gros la face sur la cible. Voilà. Et les pieds plus à gauche. C'est ça. Et hop, le trou à Maurice dans l'eau à droite, merde. Donc vous allez parfois entendre cette manière de faire. Le souci c'est qu'en fait elle est fausse. Ça c'est la manière dont on voyait le swing avant. On se disait que pour créer un effet il fallait que la face de club soit l'endroit où la balle termine, ce que tu viens d'expliquer. Or avec le Trackman et l'avènement du Trackman il y a quelques temps, on s'est rendu compte qu'en fait la face de club elle déterminait quasiment à 100% le départ de la balle. Ce qui veut dire que si tu alignes ta face de club vers la cible et que tu veux espérer qu'elle termine sur la cible, en fait c'est impossible. Parce qu'un fade, on est d'accord, elle doit sortir à gauche et ensuite terminer dessus. Donc si tu alignes déjà ta balle vers la cible, logiquement elle va sortir vers la cible et ensuite elle va s'échapper. C'est tout à fait là, hein, en vrai. Donc tes fades ils sont trop prononcés. Donc c'est la même chose que juste avant avec les bois. Là tu vas essayer de faire un fade non pas en t'alignant à gauche complètement avec la face ouverte, tu veux garder face et alignement de corde de la même manière, tu bouges rien, tout est square. Et plutôt que d'imaginer que tu vas changer par le setup et aussi la dynamique, uniquement la dynamique, où là par contre ton plan des épaules, tu vas essayer de l'emmener beaucoup plus rapidement dans l'intérieur. Juste la dynamique, ça suffit. En gros tu amènes tout à gauche. Ça je préfère. Comme ça fait petit fade. Ça c'est mieux aussi. Donc sur le parcours on a vu que le wedging c'était peut-être un truc à bosser au niveau de les hauteurs de balle. Vous faites combien pour faire là, il y a une bouée à 100 mètres, vous faites combien pour faire 100 mètres normalement? Quel club vous prenez? Mon approche, moi il fait 95 et après ça sera le gap wedge que je gère pas du tout, qui est censé faire peut-être 110, mais je sais même pas, j'ai aucune régularité avec, je n'arrive pas à savoir ce que... Quand tu la frappes bien en théorie c'est 110 quoi. Moi ça va, 100 mètres je l'ai pas purement dans le sac complètement, donc ça va dépendre du danger, du drapeau et tout. Parce qu'en gros je suis un peu en dessous de 100 mètres avec mon 54. Tu fais quoi, ça 95? Ouais, je suis entre 95, un chouille plus, tu vois. Okay. Alors qu'avec mon 50, je vais être trop, donc ça peut être peut-être mon 50 un peu grippé court. Voilà, ou après, s'il faut pas être long, du coup. Tu prends un fond de ton 54 je vais mon 54 et. T'es 2-3 mètres court, mais ça va quoi. C'est pas grave quoi, voilà. Ok. Donc là, par rapport à ce qu'on a vu, l'idée c'est de prendre les cannes du dessus. Donc quoi qu'il arrive, et apprendre à faire des petits coups. Donc avec le vent en fait c'est pile un gap. Dans ce cas là tu vas prendre le pitch. Pareil pour toi ça va être un pitch. Hein. Parce que là ce que je veux c'est que vous preniez, là en plein swing vous y allez. Donc moi je veux que vous preniez la canne du dessus en petit swing. L'une des priorités de jeu sur le parcours mauricien où se déroulera l'Heritage World Cup sera de maîtriser les balles dans le vent. Aussi, si celui-ci souffle fort, et c'est le cas ce jour-là sur le golf de Pessac, tant mieux, les coups de wedge un peu tenus face au vent ou de biais seront importants à maîtriser. Sur la partie en parcours accompagné juste avant, je me suis rendu compte qu'ils utilisaient très peu ce genre de coups, pourtant primordiaux dans le jeu de golf. Ça c'est mieux Ben. Alors, là c'est en prévision de tous les coups de wedge que vous allez avoir vent contre, et il y en aura. Vent contre, l'idée c'est que si vous commencez à armer le club à venir du coup de vachement vertical,
vous allez éclater la balle au sol, elle va monter direct en l'air. L'idée c'est de les tenir vraiment basses. On va les tenir basses en prenant 1 voire 2 clubs de plus. Et ce que je veux, c'est que vous fassiez des swings avec la sensation de mettre 0 poignet. Mais genre vraiment 0 poignet. C'est-à-dire qu'en gros l'armement il va pas exister. Je veux pas voir ça. L'idée ça va être juste là, ça suffit. Le poignet reste à plat. Et à partir de cet emplacement là, c'est uniquement le corps qui vient tracter pour essayer de la tenir basse. Dès que vous avez l'armement qui va venir, vous avez le risque en désarmant en fait, en gros d'avoir la face de club qui se réouvre un petit peu trop, ça la fait gicler vers le ciel. Moi ce que je veux c'est que vous ayez la sensation en fait qu'avec le corps, pendant le swing, vous allez essayer de recouvrir la balle. Restez vraiment avec les mains devant. Ok, donc ça va ressembler un petit peu à ça. Donc je monte pas trop. Et je tourne, juste ça. Ça vent contre, vous êtes sûr que vu qu'elle part basse, elle le verra pas le vent contre. Ça c'est pas mal ça. Là il va nous enchaîner Rémi 3 balles au piqué. Alors que dès que je les faisais à mes techniques habituelles, je les mettais à 30 mètres. Donc là vous remarquez que le finish aussi, il est un peu plus tenu quoi, de fait. Parfait. Le but c'est pas y aller pas mal. Mettre trop d'intensité. Non justement c'est de baisser l'intensité pour enlever du spin. Oui, comme ça pour pas qu'elle remonte trop. C'est comme un grand chip. On va essayer d'affiner un peu le divot. Je vais faire un swing d'essai avec la sensation que le club il vient vraiment longer le sol avec un divot très très fin. Tu viens vraiment pas éclater le sol quoi. Si ton corps il tracte bien et que tu tournes beaucoup, ça va allonger le divot. Encore plus que ça. Exactement. Okay. Et là tu vois ça affine un petit peu. Ouais. Oui monsieur Haynes, est-ce que vous avez une question qui semblerait importante pour tous nos followers? En faisant ça là, j'ai une petite tendance à les lâcher de temps en temps à gauche en fermant la face. Est-ce qu'il y a un tips à sensation, est-ce que en gardant le poignet, tu sais, pour garder la face square plus longtemps, ou une sensation vers laquelle je peux tendre pour rester square. L'idée c'est que normalement lorsqu'on met les mains vraiment devant ici, la face elle est pas censée être à gauche. Donc pour enlever du release, ça va être la même chose. Parce que tu es ici, il faut que tu aies l'impression d'avoir le corps qui s'ouvre un peu plus. En gros, laisser le club encore un peu plus de retard derrière toi. Tu gardes avec du retard et que tu gardes le corps vraiment avec de l'avance, normalement le club il va rester un peu plus ouvert. J'essaie de me la faire. Et action! En gros le corps ne s'arrête jamais de tourner, la face de club tu la laisses derrière toi. Belle! Si dans ton swing tu te dis le club il est monté, ouais. Pendant toute la durée du geste je vais faire en sorte de le garder derrière moi. Même jusque là, dans l'inconscient tu vois. Ouais. L'intention c'est il reste derrière, il a jamais le temps de réaliser, du coup ça te les embarque pas à gauche. Si par contre le corps il bloque un peu, les mains passent, ça les sort à gauche. Ah okay. Parfait. Donc ça va toucher ça. Avant de te sortir une balle à gauche avec le corps qui traque comme ça, faut y aller. Normalement ça n'arrivera pas. Eh merde. Non mais là c'est pas pareil. Là c'est moi qui suis venu comme ça. Tu l'as senti faire. Là c'est le corps qui a fait ça, c'est pas les mains qui ont fait ça. Donc c'est de ma faute. On mettra pas tout, on mettra pas tout. Ouais, celle-là est incroyable. Ça c'est nickel, tu vois le divot il est fin, pas de poignet, que du corps. C'est nickel. Allez, Rémi va nous montrer exactement ce qu'il faut faire. Donc il va répéter tout ce qu'on a pu dire. Donc alors, à la montée. Pied droit, on baisse un petit peu les mains. On avance pas mal les poignets. Et là ce qui va être super important c'est garder le triangle sur l'armée. On n'arrive pas très loin, pas de poignet. Et après on s'investit vraiment le corps entier pour prendre un petit divot. Et donc là regardez, ça va faire 100 mètres, à 2 mètres près ça va finir sur la boue. En plus il le fait, attends. Touche la bouée ou pas? Oh! C'était pas à 2 mètres, c'était à 60 cm. Et après il y a du vent, c'est pas facile de se Ok, donc là on s'est mis une situation à peu près à 35 mètres. Donc là tout à l'heure on a vu Benoît sur le parcours qui nous a fait une approche un chouïa trop haute. En plus on a vent contre, c'est bénef. Donc là l'idée c'est que si vous étiez sur le parcours, il y a 2 choix possibles à cette approche. Soit on la fait pitcher plutôt vers le haut de la butte un peu haute, elle s'arrête assez rapidement. Soit on la fait pitcher en bas de la butte pour qu'elle roule ensuite, mais il faut forcément qu'elle ait du jus après le premier rebond, sinon elle va pas atteindre le plateau. Moi c'est plutôt comme ça que je l'imaginerais normalement sur un coup comme ça. Donc là le point de chute il va être vraiment début de green je pense, voire légèrement avant, mais il faut la tenir basse pour qu'elle ait au moins un rebond, un premier rebond qui soit assez franc. Exactement ça, nickel. Donc là c'est pareil, c'est pas de poignet à la montée et juste du corps qui vient tracter. C'est ça. Un petit peu clean. Balle clean,
balle pleine de spin. Ouais. Pas du tout quoi faire comme geste en fait. Mais alors après en termes d'amplitude, j'ai aucune idée. Bon, voilà. Se faire, un nouveau geste, nouveau faire. Bon, on va la choper. Quand on ne sait pas quelle amplitude ou quelle intensité jouer pour avoir le bon dosage sur un coup qu'on découvre, sur lequel on ne s'est jamais entraîné, c'est tout à fait normal. C'est comme si vous étiez un débutant devant votre balle, alors un seul conseil, faites confiance à votre instinct et le temps passé à vous y entraîner fera le reste. Par cet entraînement, vous augmenterez la banque de données dans votre cerveau et en quelques séances, vous serez déjà beaucoup plus serein sur cette nouvelle aptitude que vous développez. Là j'ai l'impression de l'avoir prise parfaite, bien touchée, ça a touché vraiment pile l'entrée de green et je pense qu'elle a fini derrière le green. Enfin, C'est que le point de chute il est encore un petit peu trop loin. Okay. Faut la faire tomber avant green dans ce cas là. Ah. Une vol de mort. Une vol de mort? Ouais. Pourquoi? Parce que, le truc dont on doit pas prononcer le nom quoi. Sinon ça va se produire. Non. Si tu jouais des bonnes balles en termes de qualité, celle-ci a été nickel. Du coup, ça vu que c'est un caillou. Ça change tant que ça? Ouais, c'est le spin ouais quand même. Ah, là tu penses qu'elle finissait Au drapeau. Ah ouais. C'est pas juste un mètre qui aurait changé, ça aurait changé bien plus que ça. Bah un bon mètre 50, 2 mètres à l'arrivée ouais je pense. Je sens rien. Donc là en fait pour l'instant t'as pas d'information dans ton cerveau qui te renvoie ce qu'il faut faire en amplitude, mais tu vois que finalement instinctivement tu fais quand même pas trop mal hein. Ouais. Bah là je réduis le plus possible mon geste en fait. Et vu que c'est tourné, je fais le geste le plus petit possible, ça change l'énergie du corps. Ouais bien. Tu l'as. Ne pas se sentir à l'aise comme Rémi est tout à fait normal lorsqu'on manque de repères sur un coup. On voudrait souvent rester cantonné à ce qu'on sait faire pour être plus efficace sur l'instant T, ce qui est juste si vous voulez scorer, notamment en compétition, mais la progression vient aussi par l'apprentissage de coups dont on sait qu'ils seront stratégiquement beaucoup plus efficaces une fois qu'ils seront maîtrisés. C'est justement à ça que sert l'entraînement, l'apprentissage de nouveaux skills et leur ancrage. Ça te va coach? Un peu long. Là, tu me demandes. Je suis 13. Grosse lève, je finis sur le green. Priorité numéro 5, plus de variations dans les bunkers pour Benoît. Dans les bunkers, Benoît sait sortir et assurer 3 coups, mais il ne fait pas souvent sortie putt, ce qui peut lui permettre de grappiller des points précieux sur certaines parties à son niveau. Il me dit n'avoir qu'une seule manière de sortir des bunkers, c'est-à-dire une sortie en explosion qui ne roule pas, ce qui l'embête sur des sorties moyennes à longues où il aurait bien besoin d'avoir une balle qui roule un peu plus. Rémi quant à lui sort plutôt bien des bunkers et à son niveau, ce n'est pas une réelle priorité de scoring selon moi, ce n'est pas là qu'il gagnera des coups, tant qu'il n'en perd pas puisqu'il sort sans souci à chaque fois, tout va bien. On va reprendre la problématique qu'il nous expliquait tout à l'heure, il vient de me l'expliquer là avant là, que la caméra tourne, que tu fais tout avec un 58. Tout avec un 58. Tout. Non, si je veux vraiment la porter, je peux changer, prendre mon 50 ou 54. Ouais. Mais là, il y a la lèvre, donc si je dois aller au fond là-bas, je vais peut-être quand même rester avec mon 58. Ok. Et voilà, donc je peux changer de club, mais dans tous les cas, j'ai une balle qui va quand même pas rouler quoi. Elle est tellement haute et spinante que finalement elle se bloque un peu. Ouais. C'est la problématique d'une sortie un peu longue si elle s'arrête vite, c'est que du coup on doit mettre tellement de vitesse que elle met beaucoup de spin aussi, donc elle s'arrête très vite aussi. Il y a plusieurs choses dans un bunker pour aller plus loin, l'ouverture. C'est-à-dire qu'en gros, entre une sortie très courte où tu vas avoir la face de club carrément vers le ciel, quoi, une sortie un peu plus longue, tu peux la jouer quand même ouverte pour se servir du rebond, malgré tout. Pas square non plus, mais l'entre-deux, genre comme ça, tu vois. Pas grand chose, juste un petit peu. Rien que ça, déjà, tu la baisses un peu de la trajectoire, elle monte un peu moins, elle va rouler un peu plus. Elle va avoir au moins un rebond. Ouais. Au moins un, quoi. Enfin, un franc. Ensuite, tu vas avoir aussi autre chose qui va vachement jouer, c'est le fait d'avoir du release ou pas. Là, depuis tout à l'heure, je te vois faire des sorties, tu es vachement dans le release avec les poignets. Ouais. Donc, du coup, en zone d'impact, non seulement elle est ouverte, mais en plus, tu la réouvres encore. Ça, tu peux le supprimer. C'est-à-dire que pour une sortie où tu vas la mettre un peu plus longue, tu vas, plutôt que de réaliser en zone d'impact avec les mains ici, tu vas plutôt essayer d'imaginer comme pour les coups un peu bas là-bas, le club tu le laisses derrière et c'est que le corps qui vient tracter. C'est-à-dire que là, t'as pas de... Je tourne plus en fait et... Pas de release. Ouais. C'est le corps qui tracte. Ouais. Et là, normalement, elle va te partir un peu plus là, ça va rouler un petit peu plus aussi. Donc si tu cumules tout, tu prends pas forcément 58, tu prends ton 54. Tu prends ton 54 et pas de release. Ok. Et là, en théorie, tu cumules deux trucs qui vont te permettre de la mettre un peu plus basse pour faire la distance en plus, quoi. Belle. Ah mais je pense qu'elle sprint et qu'elle roule pas. Elle va quand même un peu rouler. Hein. Ouais.
c'est pas non plus faire une balle basse dans un bunker, ça commence à être un peu chaud parce que du coup là il faudrait que tu mettes pas de face de club du tout. Tu ouvres pas du tout. Tu peux essayer hein, si tu veux. Hein. Mais ça va dépendre des qualités de sable. Si t'as un sable trop meuble, t'oublies. Parce que du coup ça va s'enfoncer. Là tu peux essayer. Tu ouvres pas du tout ta face de club, tu laisses normal. Là tu vois elle part un peu plus basse. Là t'as pas pu t'empêcher de l'ouvrir la face de club. Tu crois que je t'ai pas vu? Oui, monsieur le professeur. Ouvre pas. Pas du tout. Et là pour l'instant tu fais des petits swings. Essaye de me faire un grand swing, assume-le. Ok. N'osez pas trop vraiment la jouer quoi. Ah, j'ai jamais joué un truc comme ça. Ouais. Après tu peux même carrément fermer la face. Alors que là la qualité de sable elle te le permet. Que tu peux même carrément jouer le coup dans le bunker où tu la joues volontairement comme ça quoi. Ah ouais. Où là tu es sûr qu'en fait, vu que ta face elle est fermée, ta balle va quand même partir plus basse. Ouais. Par contre en conséquence, vu que le club va s'enfoncer un peu plus, là il faut vraiment que dans l'idée ton corps il traque et qu'avec les gros muscles tu te dises je traverse parce que sinon le risque c'est que ton club il s'enfonce un petit peu trop. C'est-à-dire que dès que tu vas ouvrir la face, tu vas avoir du rebond, tu l'ouvres pas, tu enlèves le rebond, donc en conséquence il faut que le corps, il faut y aller plus ouais. Sinon tu vas prendre trop de sable à faire. Ouais du coup, mais par contre toi l'idée de moins, parce que moi j'avais cette idée de vachement réaliser tu vois. Ouais. Tu vois les techniques un peu tu sais miroir là. Ouais. Et en fait. Ça c'est pour les sorties en explosion. Ouais. Donc quand tu veux la mettre au plafond. Comme une sortie de bunker, full swing. Un peu trop ouverte du coup. Par contre t'enlèves un peu de spin aussi en faisant ça. Ça c'est pas trop mal. T'as vu qu'avec le fer neuf elle passe à l'aise hein. En vrai. Ouais. Moins ouverte que ça du coup. Juste un petit peu. Moins. Ok. Et là elle part de basse. C'est ça que tu voulais comme style de trajectoire, non? Bah c'est avoir de la variété parce que j'en ai pas quoi. Je suis un bébé golfeur. Dans le bunker c'est toujours une gestion de la face avec en relation par rapport à la qualité du sable, le fait de mettre de la vitesse c'est tout quoi. Mais souvent dans les sorties de bunker longues on n'ose pas prendre un fer neuf ou un pitch parce qu'on se dit que c'est forcément le sandwich alors qu'en réalité et fais ce que tu veux quoi. Et tu parles de qualité de sable. Du coup, quel impact ça a? Donc tu parlais des sables ultra meubles. Si tu as un sable dur, l'impact que ça a par rapport à comment il faut que tu gères ça après? Un sable genre compact ouais, tu veux dire? Ouais, genre il a plu, tu vois. Bien mouillé. Du style un truc comme ça là? Ouais. Alors, quelle influence ça a et comment tu le joues quoi? Plus le sable va être meuble, plus il va falloir utiliser le rebond. Ouais. Ça c'est sûr, parce que plus le sable est meuble, plus le club il va vouloir s'enfoncer facilement dedans. Donc plus on va se servir du rebond. D'accord. Plus le sable est dur, moins au contraire on va se servir, plus on va gérer la face de club un peu plus fermée. Standard. On joue juste sur le rebond en fait en fonction de la manière dont le club va rebondir. Là il se trouve que le sable il est classique, plutôt standard. Si c'était très tassé et que tu mets ta face comme ça, le risque c'est que du coup ça rebondit, là du coup tu l'as fait en top, ou alors du coup tu n'en prends pas assez et elle fuse trop loin derrière quoi. Donc c'est vraiment juste l'orientation de la face par rapport au rebond sur lequel on va jouer par rapport à la qualité du sable. Ensuite, ce qui est très compliqué, c'est quand le sable, un peu comme le sable de dune, un sable super meuble, tellement fin, que là, même si tu ouvres la face vraiment à fond, ça va quand même en prendre beaucoup. Et dans ce cas-là, par contre, on ne cherche pas de verticalité, on va chercher un truc qui va être un peu plus à plat, plus horizontal, dans l'idée d'affiner le divo à mort. Parce que moi, l'idée que j'avais là, je voyais Jason Day là, tu sais, qu'il est fait vachement. Jason Day, il est ici. Il traverse comme ça là, il est. Bah, lui, il met pas de verticalité, donc quand même, il est sûr que son club va pas arriver trop fort, ça va rester assez fin. Donc après, quand le sable est très meuble, tu joues sur la finesse du divo, par justement pas de poignée et un swing vraiment très à plat, et une face full ouverte quoi qu'il arrive quoi. C'est le sable le plus compliqué à jouer en vrai. Parce que du coup, tu es limité en termes de hauteur, là tu peux pas vraiment faire de balle basse, sauf si tu la prends ça avant avec une face fermée encore. Mais il faut pas te chier parce que si tu la prends ça avant, elle reste dans le bunker, tu vois. Donc il y a quand même des conditions de sable qui sont un peu galères. Nickel. Magique. Bien. Et là, t'es sûr que t'enlèves le spin, elle va galoper quoi. Bien. Et c'est tellement, en fait, c'est ultra standard, donc c'est facile à jouer en fait. T'ouvres pas la face de club, ça c'est sûr. Et t'essaies de verticaliser. Mais au but. Vu le lie, à ta place, je ne ferai pas ça. Sur du carrelage, donc bon. Nickel. Parfait. Ouais, facile. Facile. Mais ouais, le coup du corps, en fait, tu vois, je pense que ça me correspond vachement plus parce que dans tous les cas. Bien. Dans tous les cas, moi je joue plus avec le corps.
qu'avec les bras. Enfin, toi, je m'engage avec les... Je suis pas un pongiste, quoi. Ça balance des ogives. On va faire 7 dans la gueule celui-là. Donc sortie de bunker en descente avec un lie un petit peu comme ça. L'idée c'est exactement ce qu'est en train de nous faire Rémi, c'est-à-dire dans le sens de la pente et face full ouverte pour compenser le fait. Oh, incroyable celle-là. Elle est incroyable. Tiens, t'as réussi à l'arrêter quoi. Parfait ça aussi. Donc l'idée c'est dans le sens de la pente, face complètement ouverte pour compenser le fait qu'on soit en pente. Et malgré tout, normalement elles sortent pas assez hautes pour réussir à les arrêter tout le temps. Donc là malheureusement en fonction des conditions vous n'aurez pas le choix que de stratégiquement vous dire bon j'accepte le fait que la balle va terminer un peu long. Ils sont bons les sorties en bunker là. Ils sont déjà prêts à la plage en fait. Ils se mettent dans l'ambiance déjà. Moi j'irai qu'à la plage de Maurice, j'irai pas au golfe de Maurice. Bon, fin de première journée d'entraînement de l'équipe de France, future championne du monde. C'est quoi? C'est beau. Ouais c'est beau. Vous avez remarqué qu'ils avaient mis sur leur 31 là pour venir aujourd'hui, belle petite tenue Toujours. spéciale, toujours avec les chaussures qui reviennent et tout. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu aussi. Carrément. Au top. Je vous ferai un petit résumé par mail d'un petit peu tout ce que vous allez avoir à bosser pour la prochaine, avant qu'on se rencontre la prochaine fois. Ouais. Comme ça on vérifiera si ça a un peu progressé à ce niveau-là. Et ensuite il y aura plein d'autres choses à voir au niveau du putting notamment, au niveau du petit jeu aussi. Et puis sur le parcours aussi, des parcours à thème pour essayer de les tester un peu mentalement. Et continuer à faire cette cohésion d'équipe qui va être importante. Petit mot pour la fin. Bonne première découverte sur les 3 jours, mais je suis serein pour Maurice. D'ici 3 mois on va être au top. On va éviter de faire trop de pompes. Voilà. Et, merci Flo déjà. Franchement, De c'était super cool. Une journée pas intense mais riche, je vais dire ça comme ça. Et puis de faire la rencontre de Rémi aussi, c'était cool. Et puis hâte de refaire ça quoi. Force et honneur. Yeah. À plus.